12 entreprises africaines ne seront plus éligibles au marché et au financement de la Banque africaine de développement BAD. C'est le résultat des procédures de sanctions que la banque a lancées contre de nombreuses entreprises impliquées dans des activités frauduleuses. La plupart de ces entreprises sanctionnées ont été reconnues coupables d'avoir enfreint aux normes d'éthique et juridiques dans les domaines de passation de marché, de la mise en œuvre de projets et des pratiques de gouvernance. Entre 2023 et 2024, 12 entreprises africaines ont été sanctionnées pour diverses formes de mauvaise conduite, notamment la fraude et la corruption dans les projets financés par la banque. Selon la Banque africaine de développement, son rôle ne se limite pas seulement à approuver et à décaisser des fonds, mais aussi à veiller à ce que ces fonds soient utilisés aux fins prévues. La BAD déclare qu'elle impose des sanctions aux entités impliquées dans des pratiques coercitives, collusoires, corrompues, frauduleuses ou obstructives. Les entreprises sanctionnées sont enregistrées dans divers pays africains et sont exclues du marché de la BAD pour des périodes allant de 12 à 36 mois. Parmi elles, 3 entreprises kenyanes et 2 entreprises nigérianes. Par ailleurs, depuis 2023, la BAD a lancé une campagne pour faire connaître sa politique de dénonciation. Elle comprend la mise en place de bureaux d'information, de distribution de matériel pédagogique, de fourniture des fiches d'information et de la foire aux questions. Le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale, HCRON, a récemment dressé un bilan de ses activités au cours de l'année 2024 et a fait savoir ses perspectives pour l'année 2025. En effet, le HCRON, dans son bilan de l'année 2024, a revendiqué une indemnisation et soutien de plus de 3 milliards de francs CFA déboursés au profit de 3250 personnes au cours de cette année 2024. Awa Nana Deboya, médiateur de la République togolaise et présidente du HCRON, a tenu à faire savoir qu'il est impératif de respecter les tests réglementaires et de maintenir la confiance des citoyens. Pour l'institution, ces bilans sont nécessaires pour garantir une gestion efficace des fonds publics. Pour le HCRON, l'année 2024 a été une excellente année certes, mais elle n'est qu'une transition vers 2025, au cours de laquelle le HCRON prévoit mettre un accent sur les réparations mémorielles, un chantier prioritaire pour consolider les acquis de la réconciliation nationale. Ces initiatives de l'institution comprennent la mise à l'honneur de certaines figures historiques et politiques du pays. Tout ceci se fera à travers la rebaptisation de certaines rues et places publiques du pays. Notons que depuis sa création en 2017, le HCRON revendique avoir indemnisé plus de 30 000 victimes sur un total estimé à 40 000. Un nouvel accident tragique a secoué Adétikope sur la nationale numéro 1. Un grave accident de la route vient à nouveau assombrir une fin d'année déjà marquée par des tragédies. À proximité de la station Total, un camion hors de contrôle a semé le chaos, causant des dégâts et de nombreux blessés. Selon les faits, le camion roulant dans la direction de Tchévier, à hauteur d'Adétikope, a percuté des motos suite à la défaillance de son système de freinage. Selon les autorités, le véhicule a percuté plusieurs motos, causant des blessés. Contrairement aux affirmations sur les réseaux sociaux démontrant l'ampleur du drame survenu à Adétikope, le bilan exact montre qu'il n'y a aucun mort mais de nombreux blessés. En effet, ce nouvel accident de la route survient à peine une semaine après l'effondrement d'une passerelle à Guazongo, un drame qui avait fait 8 morts et laissé plusieurs blessés graves. 2 drames à quelques jours d'intervalle qui interrogent sur la régulation du trafic au Togo. En cette période de fête de fin d'année, c'est le lieu d'appeler tous les citoyens à la prudence et au respect du code de la route. La population togolaise exhorte également les autorités à matérialiser les mesures pour renforcer les contrôles techniques des véhicules.
Véritable épidémie silencieuse et pourtant très meurtrière, le diabète tue plus que le sida, la tuberculose et la malaria réunis selon les experts de la santé. Au Togo, les statistiques sur cette maladie sont alarmantes puisque la prévalence est de 4,9%, soit plus de 400 000 personnes. Plus alarmant encore, environ 70% des personnes diabétiques ignorent leur statut. Malheureusement, cette ignorance favorise l'apparition des complications graves chez certains patients. Le diabète est aussi à l'origine de nombreux cas d'amputation des membres et constitue la deuxième cause de mise en dialyse pour insuffisance rénale dans le pays. Face à la situation, il urge de renforcer les efforts de dépistage et d'accès aux soins et surtout de sensibilisation. Pour rappel, le diabète est une maladie qui se caractérise par la présence trop importante de glucose dans le sang. La Centrafrique progresse, mais les défis restent immenses. Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de paix, s'est rendu à Bambari et Bangui pour évaluer les efforts en cours. Il a salué les avancées en matière de sécurité et de développement. Toutefois, il a souligné l'importance de continuer à promouvoir les droits humains, l'entrepreneuriat et une meilleure inclusion des femmes dans le processus politique. L'impression est encourageante, positive. Bien sûr, il y a encore des défis. On nous parle de certaines zones où il y a encore de l'insécurité, la nécessité de continuer à travailler pour encourager le développement, l'entrepreneuriat, les initiatives privées, promouvoir les droits de l'homme, le rôle et l'appropriation des femmes, la participation des femmes dans les processus politiques. Bien sûr, tous ces défis existent, mais l'impression générale, c'est qu'il y a une trajectoire qui est très encourageante. Lors de sa visite, Jean-Pierre Lacroix a insisté sur les défis liés aux élections prévues l'an prochain. Il a souligné le rôle essentiel de l'ONU pour accompagner la Centrafrique vers une stabilisation durable et renforcer la présence de l'État dans les zones encore fragiles. Le Rwanda a officiellement déclaré la fin de l'épidémie de la maladie à virus de Marburg après 42 jours sans nouveau cas. Cette épidémie confirmée le 27 septembre était la première du genre dans le pays. Sur 66 cas confirmés, 15 décès ont été enregistrés, dont près de 80% parmi les soignants infectés en traitant des patients. Les autorités rwandaises, avec le soutien de l'OMS, ont déployé une riposte complète. Surveillance, dépistage, prévention des infections, traçage des contacts, soins cliniques et sensibilisation. Ces mesures ont permis une baisse de 90% des cas dès la 3e semaine. L'OMS a salué l'efficacité d'un système de santé robuste et d'une coordination exemplaire. Le virus de Marburg, cousin d'Ebola, est hautement virulent, mais cette flambée a enregistré un taux de létalité relativement bas de 23%. Faciliter l'accès aux services de santé à l'ensemble de la population, un défi pour la Somalie. L'Organisation mondiale de la santé est formelle. Le niveau de couverture sanitaire dans ce pays de la Corne de l'Afrique inquiète. La question a été évoquée à Mogadiscio, la capitale, mercredi, à la faveur de la journée de la couverture sanitaire universelle. En Somalie, le niveau de couverture est encore faible. Selon les estimations, il est de 27 sur 100. C'est le plus bas au monde. Il y a donc beaucoup de travail à faire. Des efforts, notamment en matière de santé de la reproduction. La Somalie occupant le premier rang concernant la mortalité maternelle. La Somalie occupe la première place mondiale en matière de mortalité maternelle avec 692 femmes sur 100 000 qui meurent pendant l'accouchement. C'est une réalité douloureuse et tragique. Pour résoudre ces problèmes et combler les lacunes en matière d'accès aux soins de santé, le monde s'oriente vers une couverture sanitaire universelle. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Le ministère de la Santé, avec le soutien de l'OMS et ses divers autres partenaires, déploie des efforts considérables pour améliorer le système de santé. Les conflits, le changement climatique et l'insuffisance des financements sont, entre autres, les défis auxquels le système sanitaire somalien est confronté.
Le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a inauguré jeudi au Caire le sommet de l'Organisation de coopération économique D8. Dans son discours, il a alerté sur les graves conséquences de la guerre menée par Israël à Gaza, ses effets au Liban et les récents événements en Syrie. La poursuite de la guerre d'Israël contre le peuple palestinien constitue une défiance aux résolutions et à la légitimité internationale. Cela s'accompagne de dangers et de menaces liés à l'extension du conflit à d'autres pays, comme nous l'avons constaté au Liban et désormais en Syrie, qui subit des violations de sa souveraineté et de son intégrité territoriale. Cette escalade et le risque d'embrasement de la région auront des répercussions qui toucheront tout le monde, tant sur le plan politique qu'économique. De son côté, le président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé à soutenir le redressement de la Syrie où les rebelles ont récemment renversé le régime de Bachar el-Assad. Ces déclarations surviennent alors qu'Israël a pris le contrôle d'une partie du sud de la Syrie près du plateau du Golan annexé. Les délégations des deux assemblées rivales libyennes, le Haut Conseil d'État de Tripoli et la Chambre des représentants de Benghazi, se sont réunies à Bouznika au Maroc pour convenir d'une coopération avec l'ONU en vue d'organiser des élections libres et équitables. Les discussions visent à élaborer une feuille de route pour sortir de la crise politique et garantir un processus sous contrôle libyen. La Libye a le potentiel de devenir un modèle de stabilité et de prospérité pour la région méditerranéenne et de servir les intérêts de son peuple. Le succès du processus politique facilité par les Nations Unies exige avant tout une volonté politique et l'engagement des acteurs libyens à s'abstenir de toute action unilatérale qui contribuerait à renforcer les divisions institutionnelles et la polarisation. Il est tout aussi essentiel que les partenaires internationaux, régionaux de la Libye unissent leurs efforts et apportent un soutien coordonné. La Libye est divisée depuis 2014 et le processus politique est bloqué depuis l'échec des élections de 2021. Les deux parties rivales se sont engagées à former un gouvernement d'unité nationale et lancer des réformes institutionnelles, financières et sécuritaires. Emmanuel Macron a décrété une journée de deuil national le 23 décembre pour rendre hommage aux victimes du cyclone Chido qui a ravagé Mayotte. Lors de sa visite, le président a constaté l'ampleur des dégâts et les conditions de vie extrêmes des habitants, privés d'eau potable et de produits essentiels depuis samedi. Selon les autorités, 31 personnes ont perdu la vie et plus de 1500 ont été blessés, dont 200 grièvement. Mais le bilan pourrait être bien plus lourd. Face à la situation, les habitants sont dans la détresse. Le manque d'eau qui commence à se faire ressentir. Et je dirais aussi les besoins de première nécessité. Pour l'instant, on n'a pas vu toutes les aides qu'on devait avoir. Enfin, pour l'instant, l'engouement en termes d'aide est encore assez petit. Donc on espère qu'à l'international ou en France, ils fassent le nécessaire pour que nous, on puisse avoir de quoi vivre. Emmanuel Macron a annoncé l'arrivée de renforts avec 180 tonnes de matériel livré par la marine française et un hôpital de campagne prévu dès vendredi. Il a promis que la moitié des réseaux d'eau et d'électricité seraient rétablis dans les prochains jours.